Donc, nous allons voir comment comprendre et maîtriser la mécanique donc, du netlinking et on verra donc en dernière partie un cas pratique sur un site e-commerce. Alors, pour me représenter rapidement, Nicolas Mercatilli, donc je suis consultant SEO depuis 2010. Je me suis lancé à mon compte en 2010, juste avant les algorithmes très connus de Google, Panda, Penguin, etc. Donc, j'ai pu suivre un petit peu toute cette évolution-là. Donc au début, j'étais principalement sur l'optimisation de CMS, WordPress et PrestaShop, et j'ai migré dans le côté un petit peu obscur du SEO en 2017 en lançant une plateforme de liens qui s'appelle Semjus. Donc comme Christophe l'a dit, je suis donc ambassadeur SEMrush, je suis également formateur chez Google, j'anime des ateliers numériques, ambassadeur donc PrestaShop et également le fondateur de WP Rank, qui est un thème SEO et un plugin d'obfuscation pour WordPress et WooCommerce. Alors, un petit aperçu du sommaire. Alors, pourquoi le netlinking ? Rappelons avant toute chose les études menées qui prouvent l'impact du netlinking dans les SERP. Alors, on a Ahrefs qui nous dit, à toute chose égale, une page qui a plus de backlinks se positionne mieux dans les SERP et gagne plus de trafic organique. Backlinko, les résultats en première page de Google ont en moyenne 3,8 fois plus de backlinks que les pages suivantes. Et à nouveau, Ahrefs, les pages qui rankent en première page ont tendance à obtenir des nombreux domaines référents à un rythme de 5 à 14,5% de plus par mois. Voilà, donc clairement, les études montrent que le lien fonctionne bien et SEMrush nous le rappelle également. Donc, dans une étude qu'ils ont sortie, où on voit que parmi les 8 premiers facteurs donc du SEO, dans les ranking factors, on a 4 facteurs associés donc au lien, le nombre de domaines référents, le nombre de backlinks, le nombre d'IP référentes et le nombre de liens suivis. Bien sûr, là on parle de nombre, mais ça reste quand même associé à la qualité. John Mueller le confesse, les liens font partie des 3 ranking factors les plus importants de Google. Les liens qu'ils vous arrivent naturellement ou non, bien sûr, sont donc un atout capital pour le référencement de vos sites. Donc, c'est tout l'enjeu des stratégies de liens et de ce webinaire. Comment vous pouvez devenir acteur de votre référencement en maîtrisant et dirigeant le jus de liens vers vos pages business pour attirer plus de trafic qualifié et donc naturellement générer plus de ventes. Alors, pourquoi Google ? Petit rappel, en e-commerce, on a beau avoir le meilleur produit, les meilleurs prix, le plus beau site, tous ces efforts sont inutiles si la visibilité de la boutique est nulle. Le tunnel de vente commence par la visibilité, que l'on voit en haut à l'écran en bleu. Donc, générer du trafic pour du trafic n'est pas forcément dans votre intérêt. Vous devez générer du trafic qualifié qui va convertir et booster votre chiffre d'affaires. Petit rappel, Google reste le moteur de recherche incontournable en France. Des chiffres qui sont parlants, 93% des recherches se font sur Google et 91% des clics se font sur la première page. Donc vous l'avez donc compris, si vous êtes au-delà de la première page de Google, vous êtes inexistant. Donc le SEO est le moyen de gagner plus de visibilité et de viser la première page de Google. Donc cela repose sur 3 piliers que l'on a illustrés donc via un arbre. La structure sur laquelle tout repose, le sol, les racines, qui est une optimisation on-site. Les contenus, donc là c'est l'arbre qui pousse dans la SERP grâce à un sol qui est solide et de qualité. Vraiment, l'arbre il a besoin d'une bonne structure, d'un bon sol. Ça reste toujours de l'optimisation on-site, structure, contenu, optimisation on-site. Et la popularité, qui est donc l'effet boost, c'est l'eau, l'engrais, ce qui va permettre de faire grandir plus rapidement l'arbre et donc de gagner en visibilité dans les SERP de Google. Et cette popularité, elle se travaille de manière off-site, en dehors du site. Et aucun de ces 3 piliers ne doit être négligé. C'est la combinaison des 3 piliers qui donnera de meilleurs résultats. Donc, être visible sur Google, d'accord, mais avec quels mots-clés ? Vos futurs acheteurs tapent des requêtes qui traduisent la maturité donc, de leurs envies d'achat. Il faut donc viser ces requêtes-là.
Certaines stratégies étant plus coûteuses que d'autres, nous vous conseillons de bien analyser l'écosystème d'un mot-clé avant de vous lancer. En SEO, ces mots ou ces expressions clés peuvent être de courte traîne ou de longue traîne. Donc, suivant leurs avantages et leurs inconvénients, ben, ils vont servir à différentes stratégies, à différentes tailles de sites. Exemple, courte traîne, si l'on prend chaise, le mot-clé chaise tout seul, là on est sur un gros volume de recherche, mais au final l'intention de recherche elle est très vague. Il y a une faible conversion, on ne sait pas exactement ce que va chercher l'internaute en tapant simplement chaise. Par contre, de la longue traîne, si je prends chaise de jardin en rotin, ben là on est sur un faible volume, mais par contre, il y a moins de concurrence et une meilleure conversion. On sait que la personne cherche une chaise de jardin en rotin. Voilà, la requête est bien précise et la conversion sera meilleure. Mais en e-commerce, ben, on a un seul objectif, c'est vendre. Il faut donc cibler des mots-clés qui convertissent, mais qui soient aussi intéressants en termes de business pour vous. Il faut que ce soit des mots-clés qui sont bons, vous avez des bonnes marges, vous avez de la disponibilité et vous avez du stock. Il faut cibler ces mots-clés-là. Ce sont les mots-clés business. Donc, pour un jeune site internet, il faudra cibler dans un premier temps de la longue traîne qui est plus facilement accessible. Ça va être dur de se positionner sur de la courte traîne. Et pour un site qui est plus mature, qui a déjà une bonne visibilité, il sera possible d'aller cibler de la plus courte traîne, des mots-clés qui ont des volumes plus importants. Derrière un mot-clé, se cache une intention de recherche. Et toute la difficulté est de réussir à la cerner pour vérifier si la page que l'on veut positionner est bien en adéquation avec l'interprétation que Google en a. Donc, une intention de recherche peut être principalement informationnelle. L'internaute cherche simplement une information, ou transactionnelle. L'internaute, il est prêt à l'acheter, il a la carte bleue dans la main, il est prêt à acheter. Donc, il y a également d'autres intentions de recherche qui existent. Il y a la recherche navigationnelle, il y a également la recherche commerciale, etc. Là, on n'en parlera pas, on restera principalement sur l'informationnel et la transactionnelle. Donc, les moteurs de recherche ont pour mission d'apporter la meilleure réponse à la requête de l'internaute. Ainsi, en analysant le contenu des premiers résultats, vous vous assurez de comprendre ce que Google attend. Donc, exemple avec encore la chaise de jardin. Ici, les résultats que Google affiche en top 3 sont des pages de catégorie produit. On peut en déduire que Google estime que l'intention de recherche de ce mot-clé, elle est transactionnelle. Il faut qu'il y ait une vente derrière. Donc, si votre propre contenu sur chaise de jardin est trop tourné, par exemple, informatif, si vous voulez vous positionner avec un article de blog, ça sera difficile. Par exemple, sur qu'est-ce qu'une chaise de jardin ou un comparatif de chaise de jardin, vous aurez plus de mal à rentrer dans la SERP sur cette requête-là, parce que là, on attend vraiment de la requête transactionnelle. Et des outils SEO sont également capables de déterminer cette intention. Je vous l'ai mis à gauche avec SEMrush. J'ai tapé dans SEMrush chaise de jardin et SEMrush me montre bien qu'également que pour lui, l'intention, elle est transactionnelle. Donc, vous pouvez le voir dans la SERP en fonction des résultats affichés et vous pouvez également utiliser des outils qui vous aideront. Donc, pour savoir s'il est intéressant d'investir sur ce mot-clé, on va croiser le volume de recherche mensuel de cette requête, donc ici à l'écran sur SEMrush, avec le taux de conversion également du produit. Vous devez savoir chez vous dans quels produits convertissent. On regarde en fonction du volume de recherche et les meilleurs produits que vous avez qui convertissent le mieux, on essaie de faire une sélection par rapport à ça. Sur un mot-clé dont l'intention de recherche est clairement transactionnelle, plus le volume de recherche, donc plus de volume de recherche, c'est égal à plus de potentiel et donc automatiquement plus de clients. Mais prendre des positions sur des mots-clés très concurrentiels demandera plus d'efforts, donc en nombre, mais également en qualité de lien et en budget. Donc un exemple qui est un petit peu exagéré, préférez-vous investir sur un mot-clé recherché 10 000 fois par mois, mais dont le taux de transformation est de 0,5%, ou investir sur un mot-clé qui est recherché 500 fois seulement, mais par contre, vous aurez un taux de conversion de 50%. Je vous laisse répondre dans le chat, mais voilà, vous devez faire un choix là-dessus, mais il vaut mieux partir sur des expressions qui sont moins recherchées, mais qui vont mieux convertir. Le ROI sera meilleur. Donc, les mots-clés de longue traîne sont plus faciles à positionner que la courte traîne, et ils convertissent mieux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont moins concurrentiels,
Le trafic obtenu étant directement qualifié, ben, le taux de conversion est bien meilleur et ils sont moins chers en comparaison. Pour sa stratégie de mots-clés, il peut donc être intéressant de choisir un mot-clé avec un volume de recherche moins élevé, mais dont l'intention de recherche derrière est mieux ciblée. Sachant que les gros acteurs du e-commerce, on va le voir tout à l'heure, je vous ai mis une capture donc des sites dans la SERP, mais les gros acteurs du e-commerce sont souvent des très gros sites avec beaucoup de pages et ils ont du mal à travailler toutes ces pages de manière optimale. Ils ne peuvent pas être positionnés sur tout. Donc, un petit acteur qui veut se positionner sur une même thématique peut les attaquer via ce biais-là. Donc, le netlinking est très puissant, mais il a un coût. Donc, pour optimiser cela, en temps et en argent, on va se concentrer sur des objectifs qui sont clairs et réalistes. Donc, le netlinking permet d'atteindre donc différents objectifs. Ben, le premier, c'est faire du bruit autour de votre marque, créer de la présence sur le web, ce qui sera interprété par Google comme de l'autorité, rattraper ou dépasser des concurrents. Ça peut être des concurrents qui ont démarré avant vous et que c'est le moyen de les rattraper grâce à ce levier-là. De consolider également des positions qui sont déjà acquises pour pas soi-même se faire rattraper par la concurrence. Aider à rééquilibrer une réputation négative parce que les articles que l'on va publier dans des articles vont automatiquement parler de vous. Donc, ça va bien travailler également votre réputation. Et également aller chercher du trafic qualifié, ce qui va améliorer le taux de conversion. Donc, pour obtenir de bons résultats, il faut cibler donc peu de requêtes à la fois, sauf si votre budget vous permet bien sûr d'en cibler plusieurs à la fois. Mais le plus souvent, on va se focaliser sur quelques requêtes pour que ça monte rapidement dessus. Donc, comme expliqué sur la slide d'avant, le but est de rattraper et dépasser ses concurrents. Donc, pour cela, il faut les identifier, analyser donc leur position, leur profil de lien. En auditant leur backlink, vous pourrez en déduire la solidité ou la fragilité de leur position et même voir s'ils font du netlinking. En allant voir les backlinks qu'ils reçoivent sur leur page, vous pouvez facilement voir si ce sont des liens qui ont été achetés ou pas. Donc, sur cette capture, sur la requête chaise de jardin, on voit clairement que les acteurs n'actionnent pas le netlinking parce que sur leur page, il n'y a pas forcément beaucoup de backlinks qui arrivent. Donc, le seul, c'est Castorama qui reçoit 25 backlinks. Mais j'ai regardé hier, c'était des redirections et des liens en interne sur des sites de leur groupe. Et ce matin, j'ai regardé à nouveau, les 25 backlinks n'apparaissent plus. Donc voilà, on voit que clairement, il y a peu de backlinks qui arrivent sur ces pages-là. Donc, ces gros acteurs ne travaillent pas forcément le netlinking. C'est plutôt la puissance des domaines, le contenu, leur offre et le taux de rebond qui conditionnent ce classement. Donc, tout l'objectif de cette partie est de vous aider à déterminer si vous avez les épaules suffisamment solides pour l'objectif que vous visez. Donc, vouloir se frotter au poids lourd d'un secteur sur des mots-clés très concurrentiels a un énorme coût. Alors, si vous visez des requêtes à fort volume, mais que justement les produits que vous vendez, vous ne margez pas forcément bien, etc., il n'y a aucun intérêt. Vous devez cibler des requêtes accessibles et des produits intéressants en termes de business. Vous avez des bonnes marges derrière. La stratégie de lien s'utilise comme une frappe chirurgicale pour atteindre un objectif qui sera bien défini à l'avance, dans une optique de retour sur investissement. On va donc investir sur un objectif précis, quantifiable, en sélectionnant au préalable du contenu à haut potentiel de conversion. Donc, tout est une histoire de jus de lien. Google mesure la popularité d'un site et des pages au travers de la transmission de jus. Le fameux PageRank de Google, qui existe toujours, mais qui ne nous est plus affiché. Mais le PageRank est toujours présent. Donc, ce jus peut provenir de liens externes, qui sont de multicouleurs à l'écran, et de liens internes en bleu. Lien interne, transmission de jus entre les pages du site, et externe, ce sont les backlinks qui arrivent. La quantité, la nature et la puissance de ce jus vont pousser vos propres pages pour les faire remonter dans les SERPs de Google. Attention à rester prudent pour ne pas éveiller les soupçons de Google. Si Google pense que votre profil de lien n'est pas assez naturel pour lui, il risque de sanctionner votre site. À savoir que Google n'est pas le seul danger également, ça il faut le savoir, on parle toujours de Google, du danger de Google, mais il n'y a pas que Google. Un concurrent mal intentionné
peut également vous dénoncer en auditant votre profil de lien si votre stratégie est vraiment trop identifiable. Et ça, on l'a vu déjà plusieurs fois. Donc, comment éviter la suroptimisation? Comment éviter cela? Déjà, se fondre dans la masse en restant proche d'un profil de lien naturel. On regarde un site qui ne fait pas de netlinking. On va se rapprocher du plus possible de ce profil-là. On va varier les types de sites. On va publier des articles qualitatifs et répondant à des intentions de recherche. On évite de se faire de l'autopromotion. On reste sémantiquement proche entre les pages, donc c'est-à-dire entre la page qui fait le lien, sur laquelle on a acheté un lien, et la page qui reçoit le lien sur votre site. Il faut être sémantiquement proche entre les deux. Sylvain en a parlé ce matin. Voilà, il faut qu'il y ait une sémantique assez proche. Et on va varier également les encres de lien et éviter les encres qui sont trop optimisées. Aujourd'hui, c'est ce que Google pénalise le plus. On a tendance à vouloir mettre des encres optimisées en se disant ça va aller plus vite, mais c'est le gros danger. Il faut faire très attention à ça. Et surtout, vous devez être légitime à recevoir les liens que vous avez. Au niveau de la rédaction, donc privilégier des articles informatifs qui répondent à une intention de recherche. Par exemple, si vous cherchez à pousser une page de vente de chaises de jardin, on va d'abord choisir un blog spécialisé dans la décoration de la maison, dans le jardin, etc. On va choisir un sujet qui va relier sémantiquement les deux sites. Exemple, quelle matière choisir pour son mobilier de jardin? Et on va amener le lien naturellement dans l'article. Donc, en résumé, un article de netlinking n'est pas de la publicité, clairement. On va proposer un article bien écrit qui aide le lecteur à choisir donc un salon de jardin, qui informe donc des dernières tendances déco, par exemple, ou qui donne des idées d'aménagement. On essaie vraiment d'apporter une plus-value à sa rédaction. Et on y glissera un passage sémantiquement riche sur l'intérêt des chaises de jardin, l'air de rien, proche de l'encre de lien. Donc attention aux encres de lien, je l'ai dit, c'est qu'on a tendance à vouloir trop les optimiser, mais voilà, c'est un gros danger aujourd'hui. Il faut les varier au maximum. Vous devez mixer des encres exactes, donc quelques-unes, vraiment pas beaucoup, des encres un petit peu plus larges qui vont reprendre éventuellement votre nom de marque, mais également le mot-clé principal qui est visé, des encres donc branding autour de votre marque, des encres génériques comme cliquez ici en savoir plus, etc., des encres de forme URL et également des encres non textuelles, par exemple des images. Donc leur qualité et surtout leur autorité vont conditionner la qualité du jus de lien que vous allez recevoir via les différents domaines référents. Donc un bon domaine référent possède une thématique raccord avec votre site, ça on l'a déjà dit, une bonne autorité aux yeux de Google, un profil de lien sain, il propose un prix qui est raccord avec ses métriques, il maille votre article depuis sa page d'accueil, et attention à ça, ne pas acheter des liens sur des sites qui vous mettraient donc une page orpheline ou une page très éloignée de la page d'accueil, parce que cette page aura peu de jus à transmettre. On essaie également de privilégier des sites qui vont publier régulièrement de nouveaux articles. Les sites, les blogs qui ne publient que des articles sponsorisés, c'est pas forcément le meilleur signal. Il faut essayer d'aller chercher, donc souvent c'est les plus chers, mais d'aller chercher de vrais sites qui vont publier régulièrement des articles sans lien, des articles intéressants. Et également des sites qui font du bruit autour d'eux, qui existent en dehors de leur site, branding, réseaux sociaux, etc. Ça donne une meilleure image, c'est le fameux Google EAT. Donc, il faut mixer le type de site. Le plus souvent, vous serez publié sur des blogs, dans des articles de blog, mais il ne faut pas aller à essayer de dénicher quelques boutiques en ligne, des forums, des annuaires spécialisés. Alors, annuaire, je dis toujours spécialisé, un annuaire spécialisé dans une thématique ou l'annuaire professionnel d'une ville. Moi, par exemple, je me suis référencé pour mes activités dans différents annuaires autour de Montpellier et de Nîmes, par exemple. Donc, ça reste un bon annuaire. Pareil pour les boutiques en ligne. Alors, c'est difficile d'obtenir des liens sur des boutiques en ligne. Alors, j'ai fait pas mal d'accompagnement e-commerce comme Christophe Vidal sur du PrestaShop. Et régulièrement, je disais à mes clients, mettez éventuellement vos boutiques sur des plateformes de vente de liens. Ça vous alimentera un petit peu vos blogs parce qu'ils n'ont pas forcément le temps de publier dessus. Et ça leur permet également de rentrer quelques petits revenus et de réinvestir derrière sur du lien par rapport à ces revenus-là. Donc voilà, les boutiques qui ont un blog, ce sont également de super spots. Je les aime beaucoup.
Mixer également la typologie de liens. Alors, ce que je recommande, lorsque cela est possible, c'est pas forcément possible dans tous les cas. Alors, comme je l'ai dit, ben souvent, ce sont des nouveaux liens dans des articles de blog, donc ça va représenter 70% du profil de lien. Après, ce qui est très intéressant également, ce sont donc les liens dans des articles existants, donc qui sont sémantiquement proches, bien sûr, et qui sont déjà positionnés. Donc, c'est un très bon signal, c'est un très bon boost, et ça vous permet d'avoir des liens un petit peu différents que d'avoir forcément que des nouveaux articles. Vous avez également des liens depuis donc des pages d'accueil. Donc là, attention, on n'en met pas trop. C'est là où on envoie le plus de jus, mais on n'est pas forcément légitime à en recevoir beaucoup et il faut bien l'intégrer. Et également des liens 5% depuis votre PBN, vos sites satellites. Ce sont des liens que vos concurrents n'auront pas. Donc il n'en faut pas forcément beaucoup, mais ça reste un très bon signal d'avoir des petits sites qui gravitent autour du vôtre et des domaines référents qui ne pourront pas être achetés par vos concurrents. Pour les articles existants, je le précise au cas où, ne posez pas le lien bêtement comme ça dans un article existant. Essayez de venir compléter, de ramener un petit peu plus de contenu, une plus-value à l'article pour justement légitimer ce nouveau lien qui sera intégré. Et bien sûr, tous ces liens doivent être en dofollow, je préfère le préciser. Attention au nofollow, que vous ayez bien un lien donc en dofollow et sur une page qui soit maillée du site et la plus proche possible de l'accueil. Donc, quand on fait du netlinking, même si on est déjà bien installé, il est recommandé de veiller sur ses métriques et ses résultats. Le netlinking est un travail d'endurance, il faut prendre son temps et ne pas aller trop vite. Il faut aussi tenir compte que Google met du temps à interpréter les actions SEO déployées. Vous achetez des liens à l'instant T, n'espérez pas gagner des positions le lendemain. Cela prend du temps, il faut une inertie. Donc voilà, vouloir précipiter les choses ou suroptimiser pour gagner du temps, c'est une grosse erreur. Vous prenez du risque, vous devez éviter de crier haut et fort et Google, ouais, j'ai acheté du lien, bisous. Non, non, on essaie de se fondre dans la masse, vraiment on se fond dans la masse, on est discret et on essaie d'avoir une stratégie qui ne soit pas forcément identifiable, qui simule au mieux donc le naturel. Vous devez suivre l'évolution du ou des mots-clés qui sont travaillés. Donc très souvent, dans un premier temps, quand un mot-clé part de très loin, il y a cet effet yo-yo. C'est le signe que Google travaille et teste différents positionnements. Alors souvent, on le voit quand on est sur une requête qui est assez importante et où justement on sait que voilà, ça va pas forcément être facile de se positionner dessus, on a souvent cet effet yo-yo. Donc là, c'était un client qui était au-delà donc du top 100 de Google, donc il était vraiment très loin et voilà, il a fallu le ramener au bout de 3 mois. On a mis 3 mois, donc un gros travail pour arriver à le ramener dans le top 10 sur la première page. Mais vous voyez, voilà, il ne faut pas désespérer. On voit que pendant 3 mois, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est vraiment instable. Et on a très souvent cela. Je l'observe très souvent. Donc voilà, c'est de l'endurance. Il faut prendre son temps pour venir rentrer dans le top 10. Et après, on voit qu'une fois que ça s'est stabilisé donc, dans le top 10, automatiquement, derrière, on voit qu'on gagne des positions pour se rapprocher de plus en plus de la première position. Et là, au bout d'un certain temps, on était assez proche donc, des premières positions. Le client était dans le top 3. Donc voilà, il faut suivre l'évolution et il ne faut pas être pressé. Nous avons vu que la stratégie de netlinking cible une ou plusieurs expressions clés et leurs pages associées, mais il faut savoir que c'est l'ensemble des mots-clés du site qui vont gagner en visibilité. Les mots-clés business ciblés par la stratégie vont monter bien plus rapidement, comme on l'a vu tout à l'heure, voilà, des mots-clés où on est très loin, on est au-delà du top 100, on peut rentrer très rapidement parce que ce sont ces mots-clés-là qui sont travaillés au sein de la stratégie, mais par contre, toutes les petites expressions derrière qui sont un petit peu plus lointaines et avec des plus petits volumes vont rentrer au fur et à mesure également et c'est l'ensemble du site qui va gagner en visibilité. On le voit à l'écran sur la capture de SEMrush. On a donc en jaune le top 3 donc, qui gagne en visibilité. On a derrière les positions en bleu foncé, donc 4 à 10 qui suivent également et on voit que dans le top 10-20, là on a beaucoup de mots-clés qui sont rentrés parce que voilà, ça a suivi les mots-clés qui ont gagné les positions les plus importantes, les mots-clés business. Les positions des mots-clés croisées avec le volume de recherche permet d'avoir une estimation du trafic organique. C'est un bon indicateur à suivre que vous pouvez regarder également sur SEMrush. Donc c'est au-dessus des mots-clés, c'est le trafic organique.
visible à l'écran. Voici un exemple de résultat obtenu grâce à une stratégie de lien. Donc là, on est un peu plus dans du concret. Donc, c'est un nouveau site qui a été créé il y a peu de temps. À l'époque, on a travaillé dessus, dans l'univers de la maison. Donc là, le client a validé une stratégie sur 12 mois. Bon, on a expliqué au client qu'il fallait bosser ça sur 12 mois. Un budget qui n'était pas forcément très élevé, 350 € par mois, mais ce budget était adapté à la taille du site. On ne peut pas envoyer des gros budgets sur un tout petit site. Il ne serait pas forcément légitime à recevoir trop de liens ou de trop gros liens. Donc, bilan au bout de 9 mois, donc là, c'était début janvier 2022, plus 643 mots-clés gagnés dans le top 3, donc très belle évolution dans le top 3. On voit qu'on est passé de 7 à 52 mots-clés. Plus 647% de mots-clés gagnés dans le top 4 à 10. Donc là, de 19, on est passé à 142. Donc, il y a quand même énormément de mots-clés qui sont rentrés donc, sur la première page. Et après, derrière, ce qui suit derrière, plus 221% de mots-clés gagnés dans le top 11 à 20. Donc, c'est un peu pour vous montrer voilà, comment ça se passe. Les mots-clés principaux vont monter assez rapidement, des mots-clés vont suivre derrière et l'ensemble du site va monter. Et encore là, je me cantonne simplement aux chiffres donc, du top 20. Si l'on regarde dans le top 100, il y a encore bien plus de mots-clés qui sont rentrés. Donc, est-ce que le netlinking vaut vraiment le coup? Ben oui, avec des objectifs réalistes et clairs. Ben, pour rappel, un objectif égale une stratégie, on évite de s'éparpiller, mais il n'y a pas de raison que vous perdiez le contrôle de votre budget. Et si vous êtes bien accompagné, petits et grands projets pourront être déployés avec succès. Donc, ce client a pu rapidement se positionner sur des mots-clés business et bien sûr, mots-clés égale ROI. Donc, on en arrive à la 7e partie, dernière partie, où là, j'ai pris l'exemple d'une stratégie sur un site e-commerce pour vous donner un petit peu plus de concret. Donc, l'exemple, c'est le site donc Hesperide, dans la SERP, justement, chaise de jardin, et je vous ai mis également donc l'URL de la page. Donc, en termes de performance, on est sur un site e-commerce qui possède déjà une belle visibilité. On a 386 cas de trafic organique et on a 4600 mots-clés dans le top 10. Donc, on a déjà une belle visibilité. Donc, le site a déjà une belle visibilité. Par contre, quand on regarde le profil de lien, c'est assez léger. 237 domaines référents, c'est pas forcément énorme. Sur des gros sites e-commerce, ça reste quand même assez peu. Les encres de lien, on le voit à l'écran, elles sont quand même assez naturelles. Et la qualité des liens reçus tend un petit peu vers le bas. Là, on a un indicateur pour ça, c'est le ratio TFCF affiché en bas à gauche qui est de 68%. Ça nous montre que la qualité des liens par rapport à la quantité de liens est faible. Trustflow, qualité des liens. Citation flow, quantité de liens. On a un ratio entre les deux. Idéalement, il faut être à 100%, c'est-à-dire un trust flow équivalent aux citation flow. Et on le voit sur le graphique de Majestic, où justement, on voit les liens affichés, donc ce sont les points roses, et on voit que justement, les liens sont en dessous de la diagonale. Idéalement, il faut avoir les points roses le plus haut possible, et si possible, au-dessus de la diagonale, pour avoir des liens qui ont plus d'autorité. Et si l'on regarde la SERP en détail, Hesperide fait office d'intrus au milieu de des sites qui sont bien plus gros. Il est en 8e position, alors qu'il possède bien moins de domaines référents et de popularité, et il a également bien moins de mots-clés de trafic. Donc face à tous ces généralistes, il a l'avantage d'être le seul spécialiste. Il est face à des gros sites généralistes, et c'est le seul spécialisé dans le mobilier de jardin. Et c'est son avantage, et ce qui lui permet aujourd'hui d'être ici. Donc les gros acteurs face à lui, comme on l'a dit, ils ne peuvent pas forcément travailler tout leur catalogue et tous leurs produits. S'ils devaient travailler toutes les sections de produits, ça serait un travail énorme. Donc ça laisse la place à des petits acteurs qui peuvent
plus facilement se positionner face à des gros sites e-commerce qui n'iront pas forcément travailler une requête. Donc, regardez justement comment sont positionnés les gros. Est-ce qu'ils travaillent, travaillent le SEO sur des mots-clés qui vous intéressent également? Est-ce qu'ils reçoivent des backlinks sur ces pages-là, etc. Ou, il est toujours intéressant de regarder, est-ce que les gros sont focalisés sur cette partie-là? Et là, on voit sur les chaises de jardin, les gros acteurs, on le voit, il n'y a pas forcément de backlink, les pages ne sont pas forcément optimisées, donc le site Hesperide a beaucoup de potentiel par rapport à ces sites-là s'il veut gagner en position sur la requête chaises de jardin. Il est important également de regarder un petit peu l'historique des positions, voir comment cette page évolue dans les SERP. Donc là, on est sur SEO Observer. SEO Observer nous permet de voir justement l'évolution des positions. Et ici, on voit que le site, il a perdu des positions. Il était quand même troisième il y a 3 mois, c'est ça, c'est bien 3 mois. Il y a 3 mois, il était donc troisième. Et on voit qu'il a perdu quand même 5 positions ces 3 derniers mois. Donc voilà, c'est intéressant également de regarder cette partie-là. On audite également l'optimisation sémantique des pages présentes dans les SERP. Donc là, j'ai utilisé Your Test Guru. Your Test Guru, il va prendre en compte, ou il essaie vraiment du mieux possible de prendre en compte le contenu principal de la page. Et donc, on voit que la page du site Hesperide, elle ressort avec un score de 43, qui n'est pas forcément très important par rapport à ceux qui sont positionnés au-dessus de lui. Donc, ce score SEO, donc c'est le score SEO, qui est associé à l'optimisation sémantique de la page, croisé avec le score Babar que Sylvain nous a présenté ce matin, donc qui est associé à la popularité, nous permet aussi d'avoir une vision justement du positionnement d'Hesperide par rapport aux plus gros. Et on voit qu'effectivement, les plus gros ont plus de popularité et ont des pages mieux optimisées. Là encore, on voit qu'il a du potentiel à gagner derrière. Et petite remarque également, je vous l'ai mis sur la gauche, Your Test Guru nous donne aussi l'intention de recherche. Tout à l'heure, on en a parlé. On peut regarder la SERP. SEMrush également nous le donne, mais Your Test Guru nous le donne. On voit que là, on est sur commerce et boutique en ligne. Ça confirme ce que SEMrush nous a donné également précédemment. Et si on regarde sur le texte principal, donc Your Test Guru, tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, il essaie de prendre en compte du mieux possible le contenu principal de la page, mais voilà, les scores ne sont pas forcément justes. Sylvain Perronnet m'avait expliqué que le mieux, c'est d'aller chercher directement le texte que l'on veut optimiser, que l'on doit travailler. Et c'est pour ça que dans leur routine, ils vous demandent de venir coller le texte et qu'ils ne vous demandent pas d'intégrer une URL parce que l'écosystème autour du texte peut venir un petit peu fausser les résultats. Donc là, je suis allé chercher le texte de la page catégorie du site Hesperide et on voit qu'on a un score de 9%. Donc, on est vraiment très peu optimisé. Le texte n'est pas très gros et on voit que l'optimisation sémantique n'est pas forcément très bonne. On a beaucoup de marge à ce niveau-là pour optimiser la page. Donc, j'ai récupéré ce texte-là. Je l'ai récupéré manuellement, j'ai fait un copier-coller. C'est le texte qui est présent sous les produits sur la page catégorie. Alors, c'est une bonne pratique. Comme je le dis toujours, en e-commerce, les pages catégories sont de très bonnes pages d'atterrissage. Et encore plus, si la SERP, justement, positionne des pages catégories, vous devez absolument positionner vos pages catégories. Pour les optimiser, il y a le titre de la page qui est important, la balise titre, on le verra après, mais il y a également le champ sémantique sur la page. Et une page catégorie, naturellement, elle est très pauvre en contenu parce que souvent, on a juste un listing de produits et pas plus. Donc, il faut intégrer du contenu texte sur vos pages catégories. C'est ce qui va vous permettre de les enrichir sémantiquement, de mieux cibler une requête et également d'arriver à donner plus de poids aux backlinks. Les backlinks auront plus d'efficacité si le contenu est également présent sur la page. Donc dans ce cas-là, il faut donc plus de mots, plus de sémantique, et la cerise sur le gâteau pour les plus aguerris qui nous écoutent, si vous avez des notions de développement, intégrer du Flex CSS. Alors Flex CSS, c'est une technique qui permet de positionner un contenu en bas pour l'internaute, pour le visiteur, donc il verra un contenu en bas. Par contre, dans le code source, à Google, on va lui proposer en haut. Et ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien optimiser le titre H1, donc des pages catégories, et proposer le texte optimisé, donc SEO,
vraiment juste sous le titre H1 et derrière on met les produits. Donc le texte sera pris avant les produits et il aura plus de poids. On le présente en bas aux internautes, mais on vient le coller en haut à Google. La balise titre a également donc son importance. Elle est rapidement contrôlable et modifiable. Alors ça, bon, c'est un petit peu les bases, hein, mais je préfère le répéter quand même. Donc pour la contrôler, vous allez dans le navigateur simplement au survol de l'onglet comme affiché à l'écran, on le voit. Et là, on contrôle que la requête est bien présente dans la balise titre et également que la requête est placée au tout début. Les mots-clés placés au début donc de la balise titre ont plus de poids que s'ils étaient placés à la fin. Et plus la balise titre sera longue et moins les mots-clés auront de poids. Donc, il faut vraiment la raccourcir du mieux possible, que ça reste cohérent. On place les mots-clés devant et oui, ce que je voulais vous dire, je me l'étais noté, allez voir mon webinaire sur la chaîne YouTube de SEMrush. J'ai un webinaire destiné à la balise titre. Voilà, je ne vais pas m'épiloguer plus là-dessus. Allez voir mon webinaire chez SEMrush sur la balise titre. Et on en arrive donc à la stratégie de netlinking. Donc là, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, on est sur un rythme d'acquisition de liens qui est faible. On va partir sur 2 à 3 liens par mois parce que la SERP n'est pas agressive, donc il ne faudrait pas que ça paraisse trop flagrant. Il ne faut pas qu'on soit identifié à être les seuls à faire du lien également là-dessus. Donc, peu de liens veut dire qu'on va aller chercher des liens qui seront un petit peu plus qualitatifs, un petit peu plus puissants. Durée de la stratégie, on part entre 6 à 6 mois. Il faut ajuster en fonction des résultats, bien sûr. Ce n'est pas parce que l'on part sur 6 mois que l'on va rien regarder pendant les 6 mois. Il faut chaque mois suivre un petit peu l'évolution, regarder ce qui se passe. Le netlinking est un travail d'endurance et c'est ce travail-là qui donnera de bons résultats. Donc, acheter un lien de temps en temps ou ne pas forcément déployer des liens au travers d'une stratégie ne donnera pas forcément beaucoup de résultats. Vous devez travailler la stratégie, vraiment une stratégie de lien pour obtenir des résultats derrière. Gardez en tête que le SEO et surtout le netlinking ne sont pas des actions instantanées. La clé du travail du référencement naturel, c'est vraiment le temps. C'est un travail d'endurance car il y a une grosse inertie naturelle entre les actions SEO et netlinking qui sont faites à l'instant T et l'impact visible dans Google. Donc, il ne faut pas se décourager. Cela prend du temps, mais les résultats arrivent toujours. Au niveau des encres de lien, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc là, dans cet exemple-là, pour le site Hesperide, on va partir sur des encres qui seront principalement associées donc au branding et large. Donc quand je dis large, on intègre le mot-clé dedans, mais l'encre est quand même à une certaine longueur. On n'est pas sur l'expression exacte. On essaie d'avoir des encres larges et pourquoi pas intégrer un peu de branding. On va se permettre quelques encres optimisées, mais bon, quand je dis vraiment quelques-unes, c'est pas beaucoup, sur les sites qui sont les plus gros, qui seront les plus coûteux. Et on ne va pas hésiter également à utiliser la sémantique associée donc au mot-clé principal. On a tendance à vouloir toujours travailler seulement les mots-clés dans les encres, mais la sémantique a également du poids, donc vous pouvez utiliser dans vos encres de lien également fauteuil, table, mobilier, et également citer des marques de mobilier qui sont très connues. Donc le site ne reçoit pas beaucoup de liens naturellement, on l'a vu, ce site-là n'a pas forcément beaucoup de liens. Donc on déploie la plus grande partie des liens sur la page catégorie du site Hesperide qui nous intéresse. Ce sont les plus gros liens. Donc les gros liens, on les envoie en interne sur les pages qui en ont le plus besoin. Et on vient ajouter quelques petits liens vers la page d'accueil avec des encres qui seront naturels, donc branding ou URL. Ce sont des petits liens qui sont moins coûteux, mais ça reste naturel d'envoyer du lien également vers la page d'accueil. Ce site-là ne reçoit quasiment pas de liens naturels, donc il faut justement recréer un écosystème de liens qui resimule le naturel. On sait sur un site qui obtiendrait naturellement beaucoup de liens, on pourrait se focaliser seulement sur les pages importantes en termes de business. Donc, les types de liens, majoritairement dans des nouveaux articles qui seront publiés sur des sites éditeurs, c'est le plus naturel. Quelques liens également dans des articles existants. Dans ce cas, on vient compléter l'article et on intègre le lien dedans. Donc, dans le but de limiter le nombre de liens envoyés en direct vers le site, il faut passer par la technique du lien vers le lien. Quand un site n'est pas légitime à recevoir beaucoup de liens,
on peut passer par la technique du lien vers le lien. Cela permet d'envoyer indirectement des liens vers le site. On va utiliser un gros lien que l'on a déjà acheté. Vous avez déjà acheté un gros lien, un gros site qui a beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance, qui vous fait un lien. Ben, on sait que l'autorité du site va rester, mais que la puissance, le jus transmis, au fur et à mesure que l'article sera ancien et qu'il prendra de la profondeur, on perd une partie du jus que nous envoie le site. Et le fait de renvoyer du lien via l'autorité d'un gros lien, on fait du lien vers le lien, du coup vers le site qui nous fait un lien, ben on va renvoyer du lien et récupérer en plus l'autorité du domaine et sans rajouter de domaine référent vers le site du client. Donc c'est une bonne pratique que je mets régulièrement en place pour justement rentabiliser l'achat de gros liens, mais également passer plus de budget sur des clients qui ne sont pas forcément légitimes à recevoir ce budget-là en direct sur leur site. Et la dernière étape de la stratégie, on va suivre l'évolution et on va ajuster. Donc pour cela, bien sûr, il s'agit d'une feuille de route et qu'on va optimiser au fil du temps. On part sur une stratégie qui va durer X mois. Il faudra automatiquement réajuster si besoin. Et là, je vous l'ai mis à l'écran pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Le premier mois, on part sur un lien petit sur la page d'accueil, un lien plus important qui est sur la page interne. Donc, c'est un lien qui est beaucoup plus coûteux. Le deuxième mois, on a un seul lien, mais qui est assez gros, qui coûte assez cher, on le voit. Donc, c'est tous les mois, on est à peu près sur le même budget, on est autour de 500 € par mois. Le deuxième mois, on a un seul lien pour ce budget-là, pour 500 €, et on l'envoie sur la page interne avec une encre qui sera un peu plus exacte. Et on a le troisième mois, 3 liens pour le même budget toujours. Et là, on est sur un petit lien vers la page d'accueil qui est très peu coûteux et des liens moyens avec des encres larges, etc. Et tous les mois, il faut mixer, il faut vous faire accompagner. Vous devez vous faire accompagner pour justement tous les mois définir quel lien envoyer et surtout choisir les bons sites. Vous devez choisir les bons sites parce que effectivement, suivant le site sur lequel vous achetez le lien, les résultats ne seront pas forcément les mêmes. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Pour les plus novices, on a sorti un livre blanc. Christophe Vidal tout à l'heure l'a annoncé. On a sorti un livre blanc que vous pouvez télécharger ici sur le site de Semjus. Donc vraiment, on a démocratisé comment déployer une stratégie de lien. Et voilà, si certaines choses n'ont pas forcément été très claires dans ma présentation, je suis passé assez rapidement sur tous ces éléments-là. On n'avait que 40 minutes. Donc n'hésitez pas à le regarder. Et vous pouvez également me suivre sur Twitter et LinkedIn. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Et maintenant, place aux questions. Merci beaucoup, Nico. Merci, Nico. Écoute, je crois qu'il y a eu plein de questions. Ouais, il y en a eu beaucoup. Tu faisais ta présentation. C'est vrai que tu as abordé beaucoup de sujets différents, donc on se retrouve. J'ai balayé beaucoup de choses en peu de temps, donc ça a été... Donc on va essayer de répondre à un maximum de personnes. Je te laisse, Christophe, démarrer par celles qui sont remontées moi un peu. Ok, je prends les plus récentes, du coup, je te laisse remonter. Ça marche, nickel. Alors, une question de Tristan Loiseau qui nous dit: en netlinking, quelle métrique est la plus importante pour Google? Le DR de Ahref ou le TF de Majestic ou d'autres? Alors, personnellement, j'aime pas forcément beaucoup ces indicateurs. Alors, les indicateurs de Moz, je les regarde pas trop. C'est plutôt dans les pays anglophones qui sont focalisés dessus. Le trust flow de Majestic, je dis souvent ce que j'en pense, c'est très facilement manipulable et Sylvain en a parlé ce matin. Moi, clairement, ce que je vais regarder comme indicateur, ça va être déjà le trafic organique, les mots-clés, c'est difficilement manipulable, et regarder les mots-clés qui sont positionnés et surtout l'écosystème. Est-ce que vous préférez acheter un lien sur un gros site d'un SEO avec un TF40 mais sans avoir vraiment un bel écosystème autour du site, ou préférez-vous le site TF15 de la blogueuse du coin qui a une page Facebook, une communauté et qui a des super mots-clés? Donc clairement, voilà, regardez l'écosystème du site, ne regardez pas forcément les métriques. Les métriques, ce n'est pas forcément ce qu'il faut regarder, mais focalisez-vous sur l'écosystème du site et la qualité du site, tout simplement en fait.
Alors, on a eu ensuite plusieurs petites questions sur la partie CSS Flex. Donc, on a eu SIOZ qui nous disait ce n'est pas trop dangereux aux yeux de Google de faire du Flex CSS, notamment dû au fait de lui montrer une version différente de la page comparée à celle que voient les utilisateurs. Alors non, alors le Flex CSS à la base, c'est une technique qui est utilisée pour les développeurs. Et un jour, le développeur à qui je travaille, Jorel, depuis pas mal d'années, c'est lui qui bosse sur tous mes projets WordPress. Un jour, il m'a montré le Flex CSS. Il dit, ouais, mais c'est extraordinaire ça. Et du coup, on l'utilise depuis pas mal de temps. Je l'ai intégré sur un thème PrestaShop que j'avais co-réalisé avec Guillaume Battier. Je l'ai réintégré sur mon thème WordPress SEO Mag et ça fonctionne très bien. Non, il n'y a pas. En fait, ce que Google pénalise, c'est quand on essaye de le berner ou de berner l'internaute. C'est comme l'obfuscation de liens. Souvent, on vient nous voir. Est-ce que l'obfuscation de liens, c'est mal? Mais tout dépend ce que vous en faites. Donc, pour moi, il n'y a aucun problème d'obfusquer des liens et utiliser du Flex CSS tant que c'est dans de bonnes pratiques et d'optimiser son SEO sans forcément essayer de berner quelqu'un. C'est simplement différer l'affichage d'en haut à en bas d'un bloc. Donc, c'est vraiment, il n'y a aucun problème là-dessus. Clairement, vous pouvez y aller. Très bien. Et pour le coup, tel que tu viens de l'expliquer, pour répondre à OaseWeb rapidement, OaseWeb qui nous disait attester, mais le CLS, pardon, le Cumulative Layout Shift, doit prendre un coup si Flex CSS. Non, je ne l'ai pas forcément constaté. Moi, je l'utilise beaucoup sur la page d'accueil du site. J'aime bien mettre sur une page d'accueil un bloc texte qui vient intégrer 300 mots autour de la sémantique du site, notamment sur un site e-commerce. J'essaie de résumer en 300 mots ce que propose le site et ça vient donner plus de poids aux liens que l'on reçoit. Donc, j'en mets sur la page d'accueil et sur les pages catégories. Ce sont les deux endroits où je viens en utiliser de façon à avoir le texte qui soit pris rapidement en haut, en fait. Si on continue sur cette lancée, voilà, une petite remarque intéressante de Olivier Sagnès. Alors, c'est pas vraiment une question, mais c'est une remarque intéressante. Olivier nous dit, tu peux faire aussi du cloaking légal. Alors, c'est pas vraiment du cloaking. Aussi pour ne pas trop péter ton UX avec les fameux tags HTML, summary, détail. En effet, ça fonctionne. Allez, je continue à remonter. Il y avait Caroline Castro qui nous disait qu'elle avait regardé le cache de Google et qu'elle ne voyait pas le code source pour Hesperid du texte du bas. Je n'ai pas vérifié de mon côté. Je sais pas bonne remarque. Il faut, oui, c'est intéressant de regarder. Tout à fait. Ouais. J'irai voir aussi. Ouais. Alors, en tout cas, pour le coup, voilà, c'était aussi pour citer, pour mentionner ça, parce que la remarque de Caroline est très pertinente. Quand vous faites des choses sur vos sites, allez voir en effet le cache de Google pour savoir comment Google a interprété votre page et ce qu'il envoie réellement. Ça vous permet des fois d'éviter de gros problèmes. Si c'est le cas, ça serait quand même donc une aberration. Hein. Je veux dire, si le texte n'est pas visible, effectivement. Alors, idéalement, il faudrait utiliser. Ils ont un gros problème en interne dans l'équipe dev. Ouais. Idéalement, il faudrait utiliser le texte seul. C'est-à-dire qu'on regarde le cache, certes, mais parfois, vu qu'il y a du CSS en jeu, il vaut mieux cliquer sur texte seul pour voir justement juste le texte. Et vous pouvez retrouver vos pavés de texte directement dans le cache de Google. Voilà. Alors, on a Christophe Gauthier. Alors, la question, a priori, est très générique. J'avoue que je ne sais pas exactement à quel moment elle se rapporte de ta conf. Mais il disait combien de nouveaux backlinks pour 350 € par mois? Ben, c'est pas, on ne compte pas un budget en nombre de liens, clairement. Hein. Il faut adapter déjà, le budget doit être adapté déjà au site. Et après, le nombre de liens sera adapté au budget, mais également au site. C'est-à-dire, suivant la typologie du site, est-ce qu'il faut envoyer plus de petits liens, plus de moyens liens, plus de gros liens? C'est vraiment en fonction du site. En fait, chaque stratégie de lien est unique et c'est pour ça que les plateformes proposent de l'accompagnement. C'est qu'aujourd'hui, c'est pas simplement balancer du lien comme ça, les yeux fermés, vers un site. Il faut réfléchir à quel type de lien j'envoie, comment je le fais, etc., comment est la concurrence. Il faut vraiment regarder cet ensemble-là pour définir. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire mais je dépense 350 € et j'aurai 6 liens, par exemple. C'est pas possible. Parce que pour 350 €, on peut avoir un lien, on peut en avoir 5. Donc, c'est vraiment au cas par cas, clairement. Tout dépend aussi de ce qu'on cherche, en fait, hein, finalement, sur la qualité des liens qu'on veut. Voilà. Donc, ça dépend aussi de ce qu'on demande.
Donc ça dépend de la stratégie, voilà, tout simplement. Ça marche. On a Allez. une Vas-y. question. Non, enfin, j'avais une question là de quelqu'un qui demandait quel était l'outil qui permettait de faire l'étude de la concurrence. Et effectivement, c'est SEO Observer. Hein, Tout à fait. Donc la réponse a j'ai mis été une donnée capture après. de SEO Observer pour voir justement les sites dans la SERP. On voit le nombre de backlinks reçus par la page, le nombre de backlinks reçus par les domaines, et on a également le nombre de mots-clés et le trafic organique. Donc c'est ce qui permet d'avoir une vue rapide. Et après, j'ai mis également un Yoast Guru qui permet de voir l'optimisation sémantique de la page, le score SEO, et également l'indicateur Babar qui donne également un indicateur sur l'autorité, la popularité du domaine. Allez, une question pour vous deux. Du coup, on sent toujours un petit peu la peur sur les liens. Donc, sur les spots de plateforme, comme les deux vôtres, souvent tous les articles ont des liens sortants. N'est-ce pas un signal négatif ou un peu flagué vente de liens? Pas forcément. Après, c'est toujours pareil. Il faut regarder un petit peu le site. Or, il faut se dire que Google n'a pas la ressource de tout analyser. Donc déjà, aujourd'hui, Google est incapable de tout analyser. Après, clairement, il faut faire attention à ce que l'on fait. Il ne faut pas acheter du lien n'importe comment. Sur les plateformes, il faut se dire que quand vous êtes accompagné par une plateforme, on essaie toujours de vous accompagner du mieux possible pour vous donner les meilleurs résultats de façon à ce que vous restiez le plus longtemps chez nous, clairement. Donc, on n'est pas là pour vous coller sur n'importe quel site. On est là pour choisir les meilleurs sites pour vous. Après, si vous achetez un site à 30, 40, 50 euros, effectivement, on ne sera pas sur un site qui a un écosystème extraordinaire, etc., et qui va publier beaucoup en dehors des articles qui sont vendus sur la plateforme, sur le site. Et plus on va acheter des liens qui sont chers, et plus on va être sur des spots premium qui ont un écosystème autour, qui publient sur les réseaux sociaux, qui ont des articles très pertinents et pas forcément pour vendre du lien. Donc, après, c'est vraiment, mais combien vous voulez dépenser donc, après, Jackie, je donne ton avis aussi, mais là-dessus, voilà, tout dépend le budget que vous avez. Vous aurez des sites en adéquation avec ce que vous pouvez dépenser. Effectivement, tout dépend du budget. Enfin, je veux dire, le lien qu'on achète 70, 80, 100 euros, c'est pas le même lien que celui qu'on achète 400, 500 euros ou 300. Parce que derrière, voilà, il y a aussi une équipe parfois de journalistes ou d'une équipe de rédacteurs de contenu qui vont remplir le site quotidiennement. Donc, c'est pas du tout la même chose et le même produit qu'on va acheter. Premier point. Et le deuxième point, c'est que je suis pas certain qu'effectivement un site qui est. Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a le biais qui est de dire, moi, naturellement, je préfère naturellement un site effectivement qui a plus de publications sans lien sortant. Ça, c'est mon biais personnel. C'est un peu comme tout à l'heure quand il y a beaucoup de gens qui posent la question, est-ce que il faut regarder les métriques? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Et en fait, on se rend compte que chacun a son petit gris-gris. Moi, je préfère dire que chacun a ses préférences et tant que ça marche, tant mieux. Parce qu'il y a il y a des gens qui vont regarder uniquement les métriques Moz, d'autres qui vont regarder uniquement les métriques Ahrefs, d'autres qui vont regarder uniquement Majestic, Babar et d'autres qui vont regarder uniquement SEMrush. Donc en fait, chacun va avoir sa façon de travailler et je pense pas qu'il y en ait une qui est peut-être plus mauvaise que l'autre tant que ça fonctionne. Ça, c'est vraiment le plus important. Et au final, comme on l'a dit tout à l'heure, Google, en fait, moi, je pense que Google est capable de détecter tout. Il est capable. Il y a une nuance entre il est capable, mais est-ce qu'il veut le faire? Est-ce qu'il le fait? Et en fait, on ne peut pas prendre Google pour un jambon. Je veux dire, c'est une multinationale. C'est un terme qu'adorent utiliser mes enfants. Et en fait, on n'est pas plus intelligent, meilleur qu'eux. Et donc, de ce fait-là, moi, je pars du principe qu'ils sont capables de tout détecter, tout, réseau, vente de liens. Ils sont capables de le faire, mais ils ont pas envie de mettre ces ressources. Et en fait, je pense que c'est pareil. Moi, en tant qu'entrepreneur, si je suis à la place de Google, je me dis, c'est quoi mon meilleur rapport qui a été pris? Qu'est-ce qui me fait gagner plus d'argent avec le meilleur résultat possible dans les SERP? Et donc, il va pas tout détecter, tout le faire. Donc, c'est tout à fait. Et aujourd'hui, ça marche très bien. On le voit. Hein. Moi, j'ai plein d'éditeurs de sites qui, effectivement, ne remplissent pas toujours leur blog avec du contenu sans lien derrière. Et en soi, ça marche très bien aussi. C'est-à-dire que les clients rankent derrière. Le plus important, c'est ranker. Et ensuite, moi, ma préférence personnelle aussi, de nouveau, et chacun a ses préférences personnelles, c'est potentiellement, oui, je préfère avoir un petit lien du site de la blogueuse, effectivement, qui a un Instagram, qui a une page Facebook, etc. Mais déjà, ce genre de sites restent quand même limités, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas énormément, il n'y en a pas 1 million. Et Google, lui, peut-être qu'il va pas... Enfin, c'est une question de préférence, voilà. Donc lui, il va peut-être pas vouloir faire la différence entre ça et un site SEO. Donc c'est pour ça que chacun va avoir ses préférences. Et
finalement, il y a des gens, même si on a beau leur dire ouais, faut pas t'inquiéter, ça marche bien aussi, c'est-à-dire les sites sans avec des articles uniquement avec des liens sortants. Mais comme ils ont une préférence, ils vont rester dans cette préférence-là. Mais c'est à nous aussi de faire de la sensibilisation et aussi à pousser les gens à payer le meilleur rapport qualité-prix possible. C'est-à-dire que l'utilisateur, et tu l'as dit Nico, c'est-à-dire que le client final, il va avoir son budget et il faut lui donner le meilleur rapport qualité-prix possible au final. Voilà. Tout à fait. Et surtout, suivant les thématiques, c'est compliqué. Un annonceur qui vient avec des produits dans la beauté, dans la maison, etc. Bon, là, on a des sites à l'appel et des super beaux sites. Par contre, celui qui vend des ventilateurs industriels, mais là, c'est compliqué. On n'a pas beaucoup de sites et ça sera plus compliqué de le positionner. Donc, suivant la thématique avec laquelle vous venez, effectivement, il y aura plus de facilité de vous trouver des spots plus sympas que dans d'autres thématiques, clairement. Oui, tout à fait. C'est chouette quand deux éditeurs de plateformes de liens se rencontrent et discutent ensemble. On arrive à des chouettes débats avec de la belle argumentation. Non, mais on est plutôt d'accord tous les deux, je pense. Exactement. Ouais, et non, mais c'est exactement ça. On arrive non, mais c'est super intéressant. Et pour le coup, je tenais à vous féliciter tous les deux et montrer aussi une nouvelle fois la bienveillance de notre secteur. Et c'est très chouette de pouvoir organiser ce genre de discussion. Je trouve ça génial. Et on pourrait même ajouter Elliot là. Ouais, exact. On pourrait même ajouter Elliot, dans la foulée. je le vois dans le lobby, et qui a lui-même justement créé quelque chose. Là, ça doit être là, voilà. Jungle on va en Links. parler après. Ouais. Mais voilà, donc, mais ça pourrait être marrant de faire une table ronde sur une émission prochaine avec toutes les plateformes ou tous les vendeurs, on va dire. Exactement, Mais on va se retrouver à 50, ça va être drôle. Allez, je regarde si j'ai 2 ou 3 dernières questions juste avant justement qu'on ouvre la porte à Elliot qui est coincé derrière. Vous avez répondu à celle de David Bardi qui grosso modo disait mais Nicolas, sur les plateformes, on ne peut pas choisir le site pour le backlink qui est caché le plus souvent. Donc qu'est-ce que vous recommandez dans ce cas-là? Je pense que vous avez pas mal précisé de choses à l'instant là-dessus. Vas-y, Jackie. Ouais. À propos des sites qui sont cachés, il y a des plateformes où les sites sont affichés, mais c'est pas là où vous aurez les meilleurs spots. Moi, clairement, j'ai des très beaux sites que je mets pas de partout, et ces sites-là, je vais les privilégier sur des plateformes où les sites ne seront pas visibles. Et on a beaucoup de blogueurs qui sont comme ça, en fait, qui sont OK pour mettre les sites sur des plateformes qui sont fermées, où les sites ne sont pas affichés parce qu'ils savent qu'ils sont, entre guillemets, en sécurité, parce que seulement les personnes qui vont associer les sites vont les voir. Donc, c'est pour ça que vouloir choisir les sites, c'est pas forcément là où vous aurez les meilleurs spots. Alors pour le coup, chez nous, vous pouvez voir les sites. Non, mais pour le coup, chez nous, vous pouvez voir si l'éditeur le décide. C'est-à-dire que il y a des éditeurs qui disent moi je veux pas montrer mon site, et vous le verrez qu'à partir du moment où vous avez payé. On a souvent cette question qui revient, c'est si on devait considérer des métriques qui étaient les plus importantes pour Google. Je pense pas qu'on ait de réponse claire parce qu'on n'est pas Google. Moi, c'est la première chose que je dirais. Et honnêtement, je pense que chacun va avoir ses préférences. Je sais pas ce que tu en penses, Nico, mais notamment ce matin, on a eu Babar, on a eu, et là. Tout à fait. Après, chaque indicateur est un petit peu différent, et pour moi, il faut faire un mix un petit peu de tout. C'est pour ça que je vais souvent regarder un petit peu tous les outils. Comme on l'a dit tout à l'heure, je vais regarder un petit peu chez SEMrush, je vais regarder un petit peu chez SEO Observer, je vais regarder un petit peu également chez Udesguru et Babar, pour cumuler justement toutes ces métriques-là et me faire une idée globale. Et effectivement, il n'y a pas forcément beaucoup d'outils qui permettent de tout faire. Il y a des outils qui sont très complets. Par exemple, SEMrush a une suite qui est très complète. Je crois que SEMrush, c'est la suite marketing la plus grosse aujourd'hui. Donc, mais voilà, il n'y a pas forcément tout sur tous les outils. Et chacun va trouver son bonheur, pas forcément l'un ou l'autre va le trouver aussi. Ouais. D'ailleurs, tu as cité tout à l'heure Backlinko qui a été racheté par SEMrush hier. Exactement. Hier. Ouais, tout à fait. Ça, c'est SEMrush a acquis Backlinko, tout à fait. Ouais. C'était l'information de la soirée hier soir, en effet. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. Allez, juste une petite dernière à tous les deux, parce que j'en ai une qui m'intéresse moi au milieu, enfin pas qui m'intéresse, mais voilà, je vais peut-être tordre une des fausses idées, parce que j'ai vu un commentaire qui passait, alors j'ai zappé le nom de qui l'avait mis, qui disait ouais mais les liens dofollow c'est bien aussi quand même, ça apporte un petit peu. C'est bien. NoFollow, pardon. NoFollow. Oh là là, lapsus. Un lien NoFollow, ça apporte un peu. Non, ça n'apporte pas du tout. On est bien d'accord.
Mais lorsqu'on achète un lien, on regarde bien qu'il soit en nofollow. Après, par contre, avoir des liens nofollow dans son profil de lien, c'est également bien pour mixer, mais bon, n'allez pas les acheter. Ouais. Voilà. Alors, acheter des liens nofollow. Je dis ça parce qu'on a encore inversé le mot dofollow et nofollow. Oui, excusez-moi, mea culpa. Bien dofollow, effectivement. Voilà. Nofollow, on achète. Non, dofollow, on achète. Nofollow, on n'achète pas. Voilà. Voilà. Nofollow, hein, c'est clair. C'est fait. Voilà, faites-le. Nofollow, ça ne transmet pas de jus et ça a fait perdre l'autorité. Je veux dire, c'est pas. Enfin, je veux dire, ça permet aussi parfois où il y a des. Enfin, je veux dire, c'est pas grave parce que ça peut aussi apporter du trafic, ça peut apporter de la conversion, ça peut aussi apporter d'autres types de signaux en fait. Exactement. Et si vous cherchez du jus et du ranking, voilà. Voilà, c'est tout simplement voilà. Et je pense pas que c'est nofollow parce que naturellement vous allez en avoir aussi. Donc exactement. N'achetez pas des nofollow, ils vont arriver tout seuls. Merci Nicolas. Je laisse la place à Elliot. Merci beaucoup.